Mis à part ça, L'enregistrement est donc, en cours. je suis, je suis aussi CTO de NabuPay, qui est une fintech qui est orientée B2B et qu'on appelle un agrégateur. Donc, très content de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par faire des agents AI. Et je vois dans le public qu'il y a certains de mes masters qui sont là. Donc, très, très content de les voir ici, à Ibrahim. Donc, voilà. Donc, l'idée d'aujourd'hui, ça va être de faire une petite introduction. Donc, de comprendre c'est quoi un agent et pourquoi on l'utilise, pourquoi c'est important. Et L'enregistrement est en cours. ensuite, on va essayer voilà, de faire un exemple et d'utiliser un outil qui est sorti il n'y a pas longtemps, développé par Google et qui est super intéressant, qui va nous permettre d'apprendre beaucoup plus sur les agents. Donc, si vous n'avez pas de questions, on peut commencer. Je vais partager mon écran et on pourra commencer à explorer ensemble. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, super. Yes, donc je vais partager mon écran. Ouais. Donc déjà, je vais commencer par une définition de ce qu'on appelle un agent. Donc, je fais référence à ce lien sur Medium que je vais après vous envoyer. Donc, généralement, mes ressources sont en anglais, donc il peut y arriver que je commence à parler en anglais. Mais dans tous les cas, je vais essayer de traduire aussi. Comme ça, on va essayer de comprendre petit à petit ce qu'on est en train de résoudre. Donc, tout le monde est au courant que, voilà, maintenant, il y a des LLM, donc ce qu'on appelle des large language models, qui sont des modèles qui sont spécialisés pour générer du texte. Donc, ça, c'était le début avec ChatGPT qui a fait plus connaître les LLM, mais ils existaient bien avant. Mais ils étaient beaucoup plus orientés recherche que produit. C'est peut-être après ça qu'on les a découverts, que le grand public les a découverts. Maintenant, ces LLM-là, ils sont capables de générer du texte. Donc, cette génération-là, c'est suivi par le fait qu'ils peuvent maintenant suivre les instructions. Ils ont été entraînés ou bien fine-tunés pour suivre les instructions. Donc, ils peuvent, à travers une instruction donnée, donner une réponse. Maintenant, au fur et à mesure, les LLM ont commencé à générer des audios maintenant, des images. Tout ça avec un travail où on essaie donc de tokeniser toutes ces modalités-là et qu'on soit capable de les générer, donc comme le fait le modèle génératif. Maintenant, on s'est rendu compte qu'un LLM à lui seul générer du texte, c'est bien, ça permet de faire beaucoup de choses, mais on peut exploiter, entre guillemets, l'intelligence de l'LLM pour pouvoir faire des actions. Parce que l'impact de ces LLM va être beaucoup plus dans les actions qu'il est capable de faire dans un environnement donné. Donc, qu'il soit capable d'exécuter un petit bout de code pour avoir des résultats bien précis. Je donne l'exemple du météo, par exemple, qui est quelque chose qui bouge, qui change de manière dynamique. Donc, on a besoin, à un moment, d'avoir les informations réelles, en temps réel. L'LLM a besoin de ça peut-être pour une réponse. Donc, il faut trouver un moyen que ce LLM-là puisse communiquer avec le monde extérieur et prendre ces informations-là et les exécuter, avoir un résultat et donner une réponse en fonction de ça. Maintenant, pour faire ça, en réalité, on utilise ce qu'on appelle des function tools. Et là, on va voir c'est quoi la définition d'un agent. Donc, ici, ils ont dit que there is no universal definition. Generally speaking, an agent is a system that can act with a degree of autonomy to accomplish a task. Donc ça, c'est super important. Pour l'instant, il n'y a pas une définition consensuelle. Tout le monde est d'accord, c'est ça un agent. Mais on est sûr et certain qu'un agent, c'est un système donc, qui est capable donc, de résoudre une tâche en suivant des étapes bien définies et en utilisant des tools au besoin. Donc, au besoin, ils peuvent faire appel à des tools, avoir des résultats, utiliser ces tools pour pouvoir générer une bonne réponse. Donc, c'est comme ça qu'on le définit.
Et généralement, un agent, donc, on utilise un LLM qui est la base donc, d'un agent. On utilise des tools, donc, qui sont les outils que le LLM a à sa disposition donc, pour exécuter ses tâches. Et on utilise des states, donc, qui sont les étapes, bien l'état où se trouve le LLM actuellement lorsqu'il est en train de run ou bien de résoudre une tâche. Donc, l'ensemble des tools utilisés durant ce processus-là, ce qu'on appelle la trajectoire. Donc, c'est ce que l'agent suit pour résoudre un problème. Donc, l'ensemble de ces étapes forment ce qu'on appelle la trajectoire. Maintenant, ces tools-là, comment ça se représente? Pour faire ça, je vais vous donner une petite idée en explorant un dataset qui est open source, qui est sur Hugging Face. Donc, by the way, si vous ne connaissez pas Hugging Face, c'est une plateforme où on peut trouver donc, des datasets, des modèles pour plusieurs types de tâches. Où il y a, là, c'est pour des tâches de type génératif, où on peut voir donc, les différents datasets qu'on a. Donc, là, c'est un exemple de dataset. On voit que dans ce dataset-là, on pose une question et là, le LLM doit faire appel à une fonction. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on entraîne le LLM, on l'entraîne à pouvoir comprendre ce genre de schéma. Étant donné que les fonctions qu'on va appeler, c'est juste en réalité des tools, c'est juste du texte en réalité. Et c'est ce texte-là qu'on va parser pour avoir donc la fonction que l'on veut. Maintenant, toutes ces fonctions-là sont données en contexte depuis le début pour que le modèle puisse générer en fonction de ça. Et là, on voit des exemples de LLM, de dataset où on a la question, on a la fonction et on a la réponse que le modèle a donnée. Donc, en fonction des réponses, du return qu'on a au niveau de notre fonction. Donc, c'est ça, généralement, les datasets pour du function coding. C'est à ça que ça ressemble généralement. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de build le LLM ou bien de fine-tune un LLM pour qu'il puisse être capable donc, de comprendre des tools. Nous, notre objectif, ça va être de faire un agent. Et pour faire un agent, il y a différents outils qu'on peut utiliser. On peut le faire from scratch. C'est qu'on utilise l'API d'un provider comme OpenAI ou bien Anthropic. Et à partir de ça, avec le SDK disponible, on peut essayer de mettre en place le flow et implémenter notre agent. Ça, c'est possible. Mais aussi, il y a des outils, des frameworks qu'on peut utiliser pour build notre agent. Donc, parmi les frameworks, je pense on a LangChain, qui étaient très, très connus au début pour faire tout ce qui est, comment dirais-je, RAG, Retrieval Augmented Generation. Et le goal du RAG, c'est quoi? C'est qu'on essaie de retrouver des informations sur une base de données pour le donner en contexte au LLM pour que le LLM puisse générer une réponse. Parce que le problème qu'on a eu généralement avec les modèles, c'est que les modèles, on ne peut pas toujours les entraîner. Ça coûte cher. Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a de nouvelles informations qui arrivent, on met ça dans une base de données de vecteurs. Donc, il y a une manière de vectoriser le texte. On le met dans une base de données. Et ensuite, à travers donc, ce vecteur-là, lorsque une nouvelle requête arrive, on peut aller dans la base de données, récupérer les informations et retourner ça à l'utilisateur. Donc, LangChain est un outil utilisé donc, pour faire ça. Il y a aussi OpenAI qu'ils avaient, je pense, si je me rappelle bien, c'est OpenAI Agent, quelque chose de ce genre, on va voir. Voilà, c'est celui-là. OpenAI, ils ont publié, je pense, il n'y a pas longtemps, le OpenAI Agent in Python. Et le goal, c'est que ça te permet de créer des agents en utilisant OpenAI, mais aussi c'est rétrocompatible avec les autres LLM disponibles. Donc, c'est ça qu'ils disent ici. Ils disent que c'est provider agnostic. Donc, ça aussi, c'est un très bon outil
que généralement les gens utilisent pour faire modèle. Mais aujourd'hui, moi, je vais utiliser cet outil-là. Je vais utiliser un autre que Google Gemini ont développé et qui est un outil que moi, je préfère au-dessus de tous les autres. Et c'est aujourd'hui ça qu'on va voir. Et l'outil en question, ça s'appelle ADK. Bon, je vais faire ça pour la recherche. L'outil, donc, c'est le Agent Development Kit. Donc, pour le Agent Development Kit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est un outil qui est flexible et modulaire. Donc, c'est un framework qui permet de développer des agents et de les déployer. Donc, c'est quoi l'avantage d'avoir un framework? L'avantage d'avoir un framework, c'est qu'il y a beaucoup de parties sur lesquelles on ne va pas se focaliser. On va juste se focaliser sur comment build un agent qui est prêt à être déployé. Et tout ce qui est intégration de MCP, etc., après, on va voir c'est quoi un MCP. Toutes ces choses-là vont être déjà intégrées dans l'agent. Donc, nous, on n'a pas à build ces choses-là. Donc, on les retrouve déjà dans le framework. Ce qui est assez simple et assez efficace si on veut mettre en place un produit et mettre en place un produit et le mettre sur le marché. Donc, l'agent Development Kit donc, est optimisé pour Gemini et le Google écosystème, mais aussi les modèles agnostiques. Ça veut dire qu'on peut utiliser n'importe quel type de modèle. Il y a un projet qui s'appelle Light LLM, donc, qui permet au Agent Development Kit de pouvoir intégrer tous les autres LLM sur une seule manière de les interfacer et de pouvoir voilà, intégrer n'importe quel LLM et les utiliser. Donc, il est aussi deployment agnostique. Ça veut dire qu'on peut le déployer sur Vertex. Vertex est l'outil de déploiement que Google a mis en place sur Google Cloud Providing, je ne sais pas, c'est comme ça que ça s'appelle. La plateforme où on a accès, on peut déployer des VPS, etc. sur Google. Et donc, c'est compatible avec d'autres frameworks qui existent déjà. Ce qui est cool avec l'outil, c'est que c'est disponible en Python, en JavaScript, en Go et en Java. Moi, je préfère largement l'utiliser en Go, comme je le fais très souvent. Mais cette fois-ci, on va le faire en Python parce que je pense que ça va être beaucoup plus parlant pour beaucoup de gens ici. Donc, alors, il y a donc 4 points, ou bien 6 peut-être points qui vont nous intéresser ici. Donc, c'est qu'il y a une flexibilité dans l'orchestration. Donc, c'est très facile de définir un flow, donc un workflow, sorry. Et le workflow, en réalité, c'est quels sont les différents composants qu'on a pour notre agent puisse fonctionner normalement. Et il y a différents types de workflow. Ça peut être sequential. Ça veut dire que c'est une séquence donc, de tâches bien définies, généralement. Ou bien, si ce n'est pas défini, donc le LLM a accès donc, au tool qu'il peut call et il a la possibilité donc, de résoudre la tâche. On a la possibilité d'avoir en parallèle. En parallèle, donc, on peut avoir plusieurs agents en parallèle qui travaillent. Et on a la possibilité aussi de faire des loops tant que notre tâche n'est pas finie. Donc, on peut mettre notre agent en loop qui travaille, qui continue à travailler jusqu'à ce que la tâche soit faite. Donc, cette architecture est compatible avec les multi-agents. Donc, rich tool ecosystem. Donc, là, étant donné Google qui ont fait, donc, ils ont déjà intégré certains tools comme le search ou bien un environnement pour exécuter du code. Donc, it's deployment ready. Après, on va voir quand on va développer notre premier agent, comment c'est facile d'avoir directement accès à un web interface, à un service que tu peux call à travers donc, ton backend pour pouvoir exposer tes agents en toute liberté. Ils ont intégré une méthode d'évaluation. Ce qui est très, c'est que des fois, on a notre agent qui marche, mais nous, on n'a pas une manière d'évaluer notre agent. Donc, comment évaluer notre agent? C'est qu'on connaît des tâches qu'on veut résoudre et on a des résultats bien spécifiques. Et on essaie de voir est-ce que notre agent arrive à les résoudre. Et on peut lancer donc l'évaluation sur ces tâches-là et voir si notre agent arrive à donner ces résultats. Donc, ça, c'est super important, surtout quand tu veux
lancer un agent en production, tu as besoin de savoir, OK, c'est quoi la fiabilité de mon agent? Est-ce que c'est quelque chose qui est ready to go in production or not? Et super important, c'est qu'on voit maintenant qu'il y a beaucoup de startups, surtout les startups qui sont sur YC, qui utilisent beaucoup les agents, mais beaucoup ne sont pas fiables. Donc, tester, évaluer son agent est super important avant d'aller en production. Donc, et ce qui est cool, c'est qu'on peut building safe and secure agent. Bon, c'est ça qu'ils nous disent avec leur documentation. Donc ça, c'est un peu le quick start du Agent Development Kit. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va créer notre projet. Ça va être un simple agent. Et l'idée, c'est qu'à travers ce agent-là, on essaie de comprendre comment ça marche. Donc, je vais switcher vers mon terminal. Comme ça, nous allons pouvoir créer notre premier projet. Je fais ça, stop sharing. Yes, ça. Donc, les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et s'il y a des questions au niveau du chat aussi, Mohamed, si tu es là, tu peux juste me les balancer en real time. On va essayer de résoudre ça. D'accord. Donc ça, on va enlever tout ça là. On va recommencer depuis le début. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre projet. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser comment dirais-je, un directory. Donc je l'appelle Meetup. Donc je vais dans Meetup et sorry. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser notre environnement. Je pense que là, l'environnement là, on va l'enlever, deactivate. Et moi, généralement, j'utilise UV. Donc, UV, si vous ne le connaissez pas, je vais vous montrer très vite c'est quoi. En fait, UV, c'est une alternative à pip qui est utilisée donc, pour installer des packages. Donc, c'est un package manager. Et ce qui est cool, c'est que UV est super rapide, fait en Rust. Et on voit ici en termes de benchmark, en réalité, pip, il est sync dans le sens où pip installe package par package, alors que UV installe tous les packages en même temps en parallèle. Donc, ce qui fait que c'est super rapide et on peut installer des choses très rapidement. Donc, UV, là, on voit que pour une tâche déterminée, pour pip, ça prend 4 secondes, pour UV, ça prend 0,06 secondes, super rapide. Donc, moi, j'ai déjà UV installé. Et si vous voulez installer UV, bien sûr qu'il y a la partie installation où vous pouvez installer en fonction de votre OS. C'est très simple. On copie juste un lien curl et on run notre bash command. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'utilise UV pour créer notre environnement où on va installer donc les dépendances. Donc, pour créer ça, on utilise UV venv. Ça nous crée notre environnement. Je me connecte à l'environnement. Là, maintenant que je suis connecté à l'environnement, ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer d'aller installer le paquet qu'on va utiliser. Donc, je retourne sur notre Agent Development Kit. Et nous, étant donné qu'on va travailler en Python, je vais juste copier ce lien-là. Et on va... Sorry, j'ai oublié qu'on n'utilise pas pip. Donc, je vais faire UV. Donc là, on va installer avec UV et on a installé donc toutes les dépendances qu'on a besoin pour développer notre agent. Maintenant, on retourne sur la documentation et on va commencer pas par cette partie-là, mais plutôt par Build Your Agent, right? Bien Get Start. On va commencer par Get Start. Donc maintenant qu'on a créé notre agent, vous pouvez suivre en même temps. Je peux envoyer le lien comme ça, ceux qui veulent faire en même temps que moi pourront le faire. Donc, je vais venir ici, envoyer ça dans le chat.
OK. Là, le son n'est pas stable. Est-ce que là, vous arrivez à m'entendre correctement? Pour avoir confirmation de ça? Oui, c'est bon, hein, Super. c'est bon. Ouais, OK. C'était il y a 15 minutes, donc ça va. Maintenant, donc là, quand je retourne ici, ils m'ont demandé donc de créer notre agent. Donc, ADK nous provide un CLI. Donc, ce CLI qu'on utilise. Donc, quand je fais ça, -help. Sorry, j'ai fait un seul tiret. Donc, normalement, on peut voir toutes les commandes qui sont disponibles. Donc là, on peut voir qu'on peut comment start un Fast API server. Et ça, on va voir ça après. On peut run une interface web. On peut run l'évaluation. On peut deploy. Et ça, je pense que ça va être beaucoup plus orienté vers Vertex. On peut créer notre agent. Donc, on va commencer par créer notre agent. Donc, pour créer notre agent, donc on fait ADK, create, et on met le nom de l'agent. Donc là, je vais l'appeler myAgent. On ne va pas se fatiguer. Donc là, il me demande, OK, quel modèle tu veux utiliser? Gemini 2.5 Flash. C'est un test, donc on peut prendre Gemini. Google AI, Vertex AI, donc je vais prendre Google AI. Et là, il me demande de mettre donc, notre clé API. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans ce lien-là. Et on va créer notre clé API. Donc, là, je vais prendre une de mes clés qui existe déjà. Je copie. Bon, quand je vais coller ma clé, ça va être dans, comment dirais-je, au niveau du terminal. Donc, du coup, je vais arrêter le partage juste le temps de coller ça. Et ensuite, on va continuer. Donc, je fais stop sharing. Donc, je colle ma clé API et ensuite, je repartage mon écran. Donc là, on est bon. Donc, techniquement, là, qu'est-ce qui se passe, c'est que notre command line, notre CLI interface nous a permis de créer donc ça. Et donc, maintenant qu'on a créé notre agent, donc, on peut entrer dans myAgent et on peut voir ce qu'on a. Donc, on peut voir que là, on a notre init qui est là, qui est en réalité juste pour les importations. Donc, quand je fais ça, sorry. Je pense que je vais prendre ça. Donc là, on peut voir que c'est juste pour importer l'agent. Et ça va nous permettre après de pouvoir le run sous forme de package en réalité. Ou plutôt, pour pouvoir faire les imports. Pour forme de package, ça va être le main. Mais là, on n'en a pas besoin. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va ouvrir donc notre VS Code pour voir ce qu'on a à l'intérieur. Donc là, on a notre environnement. C'est là où on store les environnements, les variables d'environnement. Et là, je viens à notre code. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a une classe qu'on appelle agent, donc qui est importée depuis LLM Agent. Et notre classe prend plusieurs choses en entrée. Là, on voit que ça prend modèle en entrée, donc le nom du modèle qu'on veut utiliser. Donc, on peut donner un nom à notre agent. Dans ce cas précis, on l'a appelé root agent. Donc, avec une description. Cette description-là, donc, a helpful assistant for user questions. Et après, on a notre instruction. Et cette instruction-là, c'est le prompt system qu'on va donner à notre agent. Parce que rappelez-vous que l'agent, en réalité, c'est un LLM derrière. Donc, on va lui donner un prompt system qu'on va utiliser. Donc, notre instruction ici, dans ce cas précis, c'est answer user questions to the best of your knowledge. Donc, ça, c'est un simple agent.
Maintenant qu'on a notre agent, on va essayer de le run pour voir ce que ça va donner. Donc, pour ça, on va faire un retour sur donc la présentation. Là, ils nous ont dit que donc ça, c'est notre agent, etc. Donc, c'est presque la même chose qu'on a fait. Mais juste que c'est là où on run notre agent. Donc, je vais juste copier. Revenir ici. Lancer ma commande. Mais nous, c'est my agent et c'est collé. Donc, quand je run, là, on voit que notre agent est run. Donc, je peux commencer par lui dire un hello. Et là, on a la réponse. Hello there. How can I help you today? So, là, on vient de faire notre agent. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment de faire un agent qui n'est pas capable de call des fonctions. Nous, ce qui nous intéresse, on veut un agent qui est capable donc de faire des actions dans la vraie vie. Donc, ça, c'est une manière d'interfacer l'agent que ADK nous provide. Il y a aussi une autre manière d'interfacer l'agent qui est d'utiliser le web interface. Donc, pour ça, je vais faire un retour ici. On va voir comment est-ce qu'on peut lancer ça. Donc, ici, ils ont dit que run with the web interface. ADK Framework provides web interface you can use to test and interact with your agent. You can start the web interface using the following command. Donc, on va prendre notre commande. On va faire un retour sur notre terminal. On run. Donc, là, qu'est-ce qu'il va faire? Techniquement, il va run notre agent sur un serveur Fast API et Fast API, donc qui est un framework en Python qui permet de créer des API de manière très rapide dans les deux sens. Donc, l'API est rapide, le syntaxe est rapide. Like, build une API avec Fast API, c'est rapide. C'est pourquoi on l'appelle Fast API d'ailleurs. Et donc là, on a lancé le serveur. On a notre lien qui est là. Et quand je fais un retour sur mon navigateur, j'ouvre le lien, on a accès à ça. Donc là, on voit qu'on a accès à notre agent, my agent, qui est là. Donc si on avait plusieurs agents aussi, on pourrait voir tous les autres agents. Ce qui est cool, c'est que là, ils utilisent Material UI de Google. Ils nous ont fait une interface qui va nous permettre, nous, de tester directement notre agent. Et notre agent, de base, donc, il peut prendre une vidéo, donc une photo. Il peut prendre aussi des audios, tout ça en utilisant les modèles de Gemini. Et si c'était un autre provider, il va utiliser le même provider. Donc, là, pour quelqu'un qui aurait build un agent from scratch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer par intégrer, supposons OpenAI, donc le chat completion, et il va essayer de faire de telle sorte que le chat completion prenne en compte les audios, du texte, ou bien s'il veut utiliser un autre modèle pour faire la partie speech recognition, il va utiliser un autre modèle, prendre le texte, le mettre dans dans le modèle, etc., etc. Donc, ce qui prend beaucoup de temps. Donc là, on a quelque chose qui est build. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a allumé son micro. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez surtout pas. Là, je suis très, très ouvert à ça. Et donc, on peut même upload des files pour les analyser et donner des réponses. Donc là, on va tester notre agent. Je dis hello. Donc, on voit que on reçoit une réponse directement. Ce qui est cool aussi, c'est que c'est aussi disponible sous forme d'API. Et c'est ça la partie intéressante. La partie intéressante, c'est que l'outil, le framework, est fait pour build des produits en production. Parce que si, par exemple, tu as plusieurs clients qui vont utiliser ton service et que tu veux provide un agent pour ces clients-là, tu as besoin de voir tous les logs qui se sont passés, tous les messages, dans le but d'améliorer peut-être ton agent. Tu peux voir les events aussi. Tu peux voir les sessions qui ont été créées.
Donc, il y a des méthodes, des requêtes qui peuvent te permettre de créer des sessions, de voir les artefacts, les states, etc. Donc, c'est ça qui est cool avec l'outil qu'ils ont développé. Et on peut voir aussi les traces. Donc, je peux voir donc cette fonction-là, est-ce qu'elle a appelé quel LLM il a appelé, etc. Est-ce que ça a appelé une fonction ou pas? Après, on verra quand on va intégrer notre première fonction. Donc ça, c'est un exemple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que notre agent puisse faire appel à des fonctions, right? Utiliser ces fonctions-là pour pouvoir donner des réponses satisfaisantes. On va essayer de développer notre première fonction. Fonction très, très simple. C'est une fonction qui permet de donner la température à Dakar, right? Ou bien dans une ville. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir ici et créer une fonction en Python. Et cette fonction, on va l'appeler get local. Donc, je vais enlever ça. Comme ça ne va pas nous fatiguer. Local temperature, right? Et cette fonction va prendre en entrée, donc, une ville. Donc, je vais l'appeler, je vais mettre ici city. Et je vais retourner donc la valeur. Donc là, pour notre city, je vais mettre... on va retourner juste une chaîne de caractères. C'est beaucoup plus simple. On va faire, je pense, 26 degrés. Voilà. C'est comme 26 degrés Celsius. Donc, notre fonction, là, c'est une fonction super simple. La fonction, elle prend en entrée une ville, d'ailleurs qu'on n'utilise pas, et nous retourne la température. Ce qui est cool, c'est que là, tu as la liberté d'implémenter tout ce que tu veux. Donc, tu peux call une API qui te permet d'avoir la température locale actuellement. Tu peux avoir ton propre système qui te permet d'avoir la température, etc. Ça peut être n'importe quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans notre agent, on va juste ajouter une partie, on va mettre les tools. Et là, c'est sous forme de liste. Donc, je fais ça. Et je vais mettre notre fameuse fonction. Donc, je vais appeler get local temperature. Donc là, techniquement, notre agent maintenant est capable de prendre cette fonction-là et est capable de call cette fonction. Donc, comment il prend cette fonction? Cette fonction va être définie sous forme de chemin qui va être au niveau du contexte, donc de notre prompt, de notre système prompt. Donc, c'est l'exemple que j'avais donné ici. C'est des formats qui vont un peu ressembler à ça. Donc, avec les inputs qu'on a en entrée, etc. Et ce que la fonction va retourner. Donc, considérez que ma fonction Python que je viens d'écrire, qui est là, va être transformée en chaîne de caractères comme ça, qui va être donnée au modèle, et le modèle va pouvoir donner une réponse, et va pouvoir call la fonction. Et à travers donc notre implémentation en interne, nous, on peut call la fonction demandée par le modèle, et donc obtenir le résultat. Maintenant qu'on a fait ça, on va juste relancer le serveur. Et lorsqu'on relance le serveur, je vais revenir sur cette partie-là, je vais reload, en enlevant tout ça. Et on crée une nouvelle, là, on crée une nouvelle session. Donc, j'ai la possibilité aussi de stream les tokens, right? Donc là, je vais lui dire, hey, c'est quoi la température à Dakar? OK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, on voit que j'ai posé une question, right? Lorsque j'ai posé une question, Gemini, donc dans son contexte, il a le modèle, donc il a la fonction, toutes les fonctions disponibles, toutes les tools. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler la fonction qu'il a besoin. Et à travers cette fonction-là, il va l'exécuter.
Donc, c'est du Python qu'on a dans notre code, donc il l'exécute. Donc, ce n'est pas typiquement Gemini qui exécute ça, c'est nous qui l'exécutons en local. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne le résultat à Gemini, qui va, à travers ce résultat-là, donner une réponse. Donc là, techniquement, si on exécute ce qui se passe, c'est qu'on retourne 26 degrés Celsius. Et Gemini va utiliser ce résultat-là pour nous donner la température de Dakar et de 26 degrés Celsius. Donc là, Gemini, en entrée, il a juste mis Dakar ici. On pouvait vraiment faire, mettre des conditions. Par exemple, je pouvais faire if, par exemple, c'est equal to Dakar. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste, pour citer, je vais mettre ça en lower. Je pense que c'est comme ça, si je ne me trompe pas. Et je mets Dakar ici. Donc, ce qui est sûr et certain que là, on l'aura en... Et donc, si c'est le cas, si c'est Dakar, donc on fait ça. Right? Et si ce n'est pas le cas, si c'est par exemple Thiès, supposons, mes amis de Thiès, on va faire lower. Pas Paris, mais plutôt Thiès. Donc, je vais enlever ce truc-là encore. Donc, Thiès, on va peut-être, il fait beaucoup plus chaud là-bas. On va mettre 30. Ouais. Donc là, on a une fonction qui est dynamique, un peu dynamique quand même. Où, donc, en fonction de l'input, on peut avoir un résultat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ça. On va relancer. On réexécute. Je retourne ici. On va reload tout ça. Et on va demander première question. Hey, c'est quoi la température à Dakar? Donc, il me dit qu'à Dakar, c'est 26 degrés. Je dis, et à Thiès, il me dit qu'à Thiès, c'est 30 degrés. Donc, on voit que notre AI maintenant comprend la fonction, est capable de mettre un input en fonction de ce qu'on a besoin, est capable de nous donner une réponse. Maintenant, on va voir les événements qui sont passés. Là, on va voir qu'en termes d'événements, qu'est-ce qui s'est passé? Première chose, c'est qu'il y a eu une call function. Right? On a appelé notre première fonction, getLocal, et cette fonction a retourné une réponse. Donc, au niveau de LLM, ce qui se passe, c'est que le LLM demande à ce qu'on call une fonction. Nous, on exécute la fonction. On retourne le résultat au LLM. Le LLM donne une réponse qui est là, qui est en texte. Je pose aussi une autre question. Il va recoller la fonction avec un input différent. Il va obtenir un résultat différent et va nous donner une réponse en fonction du résultat obtenu. Ça, c'est ce qui se passe en termes de event. Donc, les states, on n'en a rien pour le moment. Les artefacts aussi, on n'en a rien. Donc, les sessions, on a plusieurs sessions. Et là, on n'est pas en train de... On n'a pas créé une évaluation, donc du coup, on ne peut pas faire d'évaluation dans ce cas. Quand je clique ici, donc je peux voir les fonctions qui ont été call. Et ce qui est cool, c'est que je peux l'avoir sous forme de graphe. Donc, je peux voir le nom à call quelle fonction. Donc, le event. Et là, on a une traçabilité. Donc, l'outil en question nous provide donc un framework pour build des agents, mais aussi une manière de suivre toutes les interactions qui ont été faites sous forme de traces, donc toute la trajectoire de notre agent. Et c'est pourquoi l'outil est super cool si tu veux vraiment build un agent qui est prêt à aller en production et que tu as l'intention de build l'agent et de l'améliorer. Maintenant, maintenant qu'on a ça, on va essayer de faire un autre cas beaucoup plus compliqué. Donc, j'avais pensé à utiliser NabuPay donc, pour montrer cet exemple-là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas NabuPay, donc NabuPay, c'est une plateforme que j'ai développée et avec mon équipe, on l'a lancé il y a 1 an. Donc, NabuPay, c'est un passerelle de paiement qui simplifie vos transactions en ligne. Donc, vous faites Wave, Orange Money, Visa, Mastercard, vous voulez recevoir des paiements, vous pouvez utiliser NabuPay. Et donc, du coup, nous, on a une API que donc, tous les systèmes
peuvent intégrer notre API pour pouvoir communiquer avec notre système. Donc, l'API, le goal, c'est une manière d'interfacer notre système et que les entreprises peuvent utiliser notre API pour pouvoir communiquer avec la machine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exemple très simple. C'est que je vais me connecter dans mon compte. Donc, je fais ça. Et dans mon compte NabuPay, ce qui se passe, c'est que je peux voir des transactions, etc. Mais moi, j'ai besoin de savoir en real time combien d'argent j'ai dans mon compte. Là, on voit que j'ai 600 francs dans mon compte, je suis pauvre. Mais l'idée, c'est que je veux avoir cette réponse-là depuis mon agent AI. Donc, je veux que moi, au lieu d'aller sur NabuPay, me connecter tout le temps, ce qui est cool, mais je ne veux pas le faire. Moi, ce que je veux, c'est que je veux récupérer directement l'adresse, pas l'adresse, mais plutôt cette information-là depuis une API et que mon agent me donne cette réponse directement. Ce qui est cool, c'est que nous, on a une API qui permet de faire ça, qui permet de te donner l'information, donc le solde de ton compte. Donc, on va utiliser cette API. Donc, quand je vais sur la documentation de NabuPay, je vais dans NabuPay API, je viens dans, je pense, Next. Donc, ça, c'est une manière d'intégrer ça. Mais je pense qu'on a une fonction en Python qui est beaucoup plus simple. Donc, je vais faire Full API Documentation. Je viens dans Transaction, ou plutôt Account. Et donc là, on a Retrieve, Authenticate User Account Information. Donc, the endpoint provide comprehensive account detail, including your account number, balance, affaire yooyu noonu. Sorry, j'ai dit affaire yooyu noonu. Like the status et probably the payment, les méthodes de paiement qui sont disponibles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça, cette logique-là, on va l'implémenter sous forme de fonction et on va le mettre dans notre code. Donc, très simple, on copie ça. Donc, on peut laisser notre fonction de température toujours. Et là, je vais juste faire ça. Et donc, ce qu'il va faire, c'est très simple. C'est qu'il va call l'API de NabuPay avec mes identifiants. Et ensuite, il va... Donc, voilà. Là, on a call NabuPay API. Je vais enlever ça. Comme ça, on va être beaucoup plus... et je vais dire call NabuPay API. On va donner un nom beaucoup plus spécifique à ça. For account information. Donc, ça, c'est super important. Le fait de donner un nom clair à notre fonction, ça, c'est super important parce que ça permet de pouvoir que l'LLM puisse les call et comprendre ce que cette fonction permet de faire. Donc, call NabuPay for account information. Donc là, ce qu'il va faire techniquement, c'est juste un call request. Et ensuite, l'information va être, dans ce cas, print. Mais nous, on veut que ça soit retourné au LLM. Donc, je fais un return. J'enlève tout ça. Et donc, je vais juste mettre notre token ici. Et pour mettre le token, une chose très, très simple à faire, c'est que je vais... Si. Voilà, merci beaucoup. Ok, désolé. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire import OS. Ça va nous permettre de pouvoir lire notre clé API directement. Je vais venir dans NabuPay, dans ici, intégration, et je vais créer une clé API. Donc, je crée une clé. Je vais l'appeler, OK, test. Je vais l'appeler Meetup, comme ça, je pourrai savoir celui que j'ai supprimé après. Lecture seule, et j'ai créé ça. Donc, je vais récupérer le code OTP sur mon mail. Très vite, je reviens. Je fais Gmail. Donc, on a le code OTP qui est là.
Je repartage l'écran. OK. Donc là, on voit que j'ai récupéré donc, mon code OTP. Je vérifie. Je crée ma clé API. Donc, ce que je vais faire, à nouveau aussi, c'est de mettre ma clé API donc, dans mon environnement. Je vais encore arrêter le partage. En attendant que je mets ça directement, je vais juste venir faire Nabu API key et je vais mettre la valeur. Donc là, on est bon. Je repartage l'écran. Donc, là, on a mis notre clé API ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste load notre clé. Donc, je vais mettre dans une variable que j'ai appelée Nabu API key. Et je vais faire os., je pense que c'est getInf qui va me permettre de pouvoir récupérer ça. Donc, je l'ai appelé Nabu API key. Donc là, on récupère notre clé API. Donc, on va le mettre au niveau de notre token pour la requête. Donc, je vais juste faire ça, mettre des curly brackets et je vais mettre ici notre variable. Right. Donc là, on a notre fonction. On a une fonction qui est capable donc de call NabuPay, de demander une information. NabuPay lui renvoie l'information et notre agent nous renvoie l'information. Donc, du coup, c'est une nouvelle manière donc d'interfacer un système. C'est qu'on peut communiquer avec des systèmes, mais juste en utilisant une interface chat ou bien en utilisant des vocaux, parce qu'on peut voir qu'avec notre agent, on peut lui envoyer des vocaux. Donc, ce qui est super important. Donc là, je vais juste donc ajouter ma fonction ici, que je vais appeler call, voilà. Et on va essayer de run encore notre agent. Bon, j'espère que ça va marcher du premier coup. Sinon, Seynabou va encore rigoler. OK, donc du coup, là, on a notre agent. Donc, je vais faire localhost 8000. OK, là, on a accès à notre interface. Donc, je vais commencer par dire un simple hello. Voilà, on va lui demander, OK, can you give me my balance on NabuPay? Perfect. Là, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que notre fonction vient de call la fonction call NabuPay API for account information. Et cette fonction call l'API de NabuPay, retourne l'information, et l'information est retournée donc au niveau donc de notre agent. Notre agent, notre LLM comprend la réponse, et à travers ça, notre LLM nous donne une réponse. Donc, ce que vous voyez ici, c'est 600. Et là, on voit que si je viens ici, dans mon compte, attends, je reload, parce que ma connexion est en train de déconner là. Est-ce que vous m'arrivez à m'entendre là? C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, en attendant que... OK. Il y a une question. Je vais faire ça. OK. Vous pouvez aller avec les questions en attendant. Bien, je fais un retour ici. OK, il y a une question au niveau du chat. OK. Les risques et comment protéger. OK. Donc, du coup, très bonne question. Déjà, je pense qu'il y a autre question. Est-il possible d'utiliser avec un RAG? Oui. En fait, je vais commencer par celui-là, après on va aller vers les autres. Donc, est-il possible de l'utiliser avec un RAG? Oui. En fait, vous savez que donc c'est quoi le principe du RAG? C'est que je vais utiliser Scalidro ici.
J'aime bien utiliser ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir, on a ici une base de données. Et cette base de données permet de stocker des vecteurs. Donc, des vecteurs, on peut le considérer comme une liste en Python ou bien un array avec plusieurs nombres, right? Et de taille fixe. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a un ensemble d'informations qu'on veut que lorsque le LLM a besoin de ces informations-là, puisse les trouver dans la base de données. Mais il faut trouver une manière de stocker ces informations-là dans une base et ensuite de les retrouver. Mais pas de n'importe quelle manière, mais du point de vue sémantique, le sens. C'est qu'on veut comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver des informations sur une base de données. La manière la plus simple, c'est qu'on va voir la similarité entre la question posée et les éléments qui sont là au niveau de notre base de données. Mais comment voir cette similarité-là? On sait que on peut, à travers des vecteurs, on peut calculer, on peut voir à quel point deux vecteurs sont proches dans un espace. Et si on peut calculer la distance, plus la distance est petite, plus on sait que ces deux vecteurs sont proches. Et du point de vue sémantique, si on arrive à représenter une phrase du point de vue sémantique, de représenter sous forme de vecteur, donc si on calcule la distance entre deux vecteurs et que ces deux vecteurs sont proches, on peut considérer que du point de vue sémantique, ils sont proches et utiliser cette information-là et le donner au LLM. Donc, on a un ensemble de phrases que je vais représenter par peut-être les lignes comme ça, pleines. Donc, je vais en faire beaucoup. Là, je fais une. Et donc, toutes ces phrases-là vont passer à travers un modèle. Et ce modèle-là, son rôle, c'est juste de prendre ces phrases et de les transformer en vecteurs. Donc, ça, c'est vraiment une manière très, très simple de faire du RAG. Donc, on a des phrases. On le fait entrer dans notre modèle. Notre modèle, donc, retourne des vecteurs. Et ces vecteurs sont stockés directement dans notre base de données. Maintenant, si un utilisateur fait une requête, et cette requête a une réponse qui est proche de ce qu'on a déjà dans notre base de données, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la même requête, donc la nouvelle requête, donc je vais la mettre je vais mettre en fond, arrière-plan, comme ça qu'on peut faire la différence maintenant. Je fais ça. Donc, cette nouvelle requête va passer au niveau de notre vecteur, de notre vectorizer, qui nous permet de faire notre vecteur. Et notre vectorizer va retourner un vecteur et on va comparer avec l'ensemble des données qui se trouvent au niveau de notre base de données. Et lorsqu'on va faire on va calculer la similarité à travers, donc, que ce soit la distance euclidienne ou bien la similarité, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est cosine similarity. Si on arrive à faire ça, on peut calculer la distance entre les deux vecteurs et à partir de ce moment, le vecteur le plus proche va être considéré comme potentiellement la réponse la plus pertinente et on donne ça au LLM et le LLM, dans son contexte, pour lui dire réponds à travers ce contexte-là et le LLM donne une réponse. Maintenant, si on arrive à rendre tout ce process-là sous forme de fonction, donc une fonction qu'on a appelée RAG, donc on peut, donc à travers, je reviens sur la question, on peut l'intégrer dans notre système sous forme de fonction juste, ici, qu'on va appeler RAG. Donc, qui est là. Donc, il retourne notre RAG response. Et notre LLM, maintenant, a la possibilité de call notre RAG et de donner une réponse. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on ne fait pas de RAG tant qu'on n'en a pas besoin. C'est que tant que le LLM n'a pas besoin de beaucoup plus de contexte, il ne va pas faire le RAG. Donc, les agents, en réalité, vont nous permettre de faire du RAG, mais de manière beaucoup plus smart. Au lieu de, à chaque fois, retrouver dans la base de données, mettre en contexte, donner une réponse, on peut se dire, OK, pour des questions difficiles où peut-être potentiellement le LLM n'a pas la réponse directement, on peut utiliser un outil qui s'appelle RAG et qui va pouvoir faire la même chose. Et ça peut être la même chose pour search, web search. On peut faire un outil pour web search et qui va faire la même chose, retourner
les informations depuis une recherche Google. Et pour ça, il y a beaucoup d'outils qui sont très, très bons pour faire de la recherche orientée LLM. Je pense qu'il y a un qui s'appelle Exa, si je ne me trompe pas. Celui-là, Exa AI. Ils sont vraiment orientés, c'est ça vraiment leur objectif. Ils sont orientés build donc des API pour faire de la recherche orientée AI. Donc, c'est très, très bien fait et c'est peu cher. Et ils intègrent tous les autres providers. Donc, je retourne au Meet. C'est ici. On va voir les autres questions. Le climat est plus... Ok, ça c'est clair. Donc, voilà. Zé, tu peux revenir sur l'aspect sécurité. Utiliser NabuPay avec ton agent aujourd'hui, les risques et comment protéger toutes ces données. Donc, déjà, nous, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que NabuPay a une API, right? Et l'API, c'est une manière donc d'interfacer un système. Donc, il te faut une clé API pour pouvoir communiquer avec nos systèmes. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en utilisant une fonction, c'est juste en appelant notre API, donc qui est déjà utilisé par des gens donc secure. Et donc, en appelant cette fonction-là, notre API, on a juste à utiliser donc notre token et faire la requête et obtenir une réponse. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, j'ai donné l'agent la possibilité donc, de faire du lecture seul. Et lecture seule, donc au niveau de l'API, ça veut dire qu'il peut juste lire les informations, mais pas écrire. Et même notre fonction n'est pas orientée faire d'autres tâches que de get seulement l'information donc du compte. Maintenant, en termes de données personnelles, on peut dire que, étant donné qu'on utilise un LLM qui est celui de Google, moi, j'ai un problème avec que l'LLM connaisse c'est quoi mon balance NabuPay. Je ne pense pas que ce soit le problème de beaucoup de gens. Peut-être Google ne connaît même pas c'est quoi NabuPay. Donc, ce n'est pas un très, très grand problème pour le moment. Maintenant, je pense que dans le futur, les LLM vont respecter beaucoup plus donc, tout ce qui est protection des données personnelles en rapport avec, par exemple, le RGPD. Et si ça arrive, donc, potentiellement, les agents vont être beaucoup plus démocratisés et vont être beaucoup plus utiles. C'est un peu ça. Je pense qu'il y a une autre question. Donc, comment EDK se positionne-t-il par rapport à N8N? N8N semble assez facile pour les profanes. OK. N8N, malheureusement, je n'ai jamais utilisé N8N. Et je pense que c'est un très bon outil parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Beaucoup de gens font des workflows complexes avec N8N. Et ce qui est cool, c'est que apparemment c'est du drag and drop, donc ça permet d'aller très vite. Mais malheureusement, moi, j'ai jamais essayé ça. Moi, je suis peut-être de la vieille école. Nous, on aime utiliser toujours donc, notre code. Donc, peut-être c'est pour ça que j'ai pas vraiment une vision beaucoup plus large de ça. Peut-être qu'il y a des gens ici qui savent, qui ont l'expérience avec N8N, peuvent nous dire comment ça se passe et on pourra faire peut-être une petite comparaison. C'est quoi la différence entre ADK et Crow AI? Crow AI, je pense que j'en ai entendu parler aussi. On va le voir en time. Donc, eux aussi, ils font des workflows. Je pense que c'est open source aussi, d'après ce qu'ils ont dit ici. Et j'ai jamais essayé ça aussi. Donc, je ne sais pas vraiment comment ça marche. Je ne pourrais pas faire une comparaison objective, mais voilà. Peut-être mon choix aussi a été biaisé par le fait que donc, ADK est disponible en Go. C'est fait par Google. Et vraiment, tout ce qui est LLM actuellement, j'adore l'écosystème de Google. Comment est-ce qu'ils ont tout frame. C'est vraiment bien fait. Et c'est ça que j'adore dans ça. Et peut-être maybe c'est ça qui m'a biaisé sur le choix de ADK. Mais dans tous les cas, je pense que le plus important, c'est de maîtriser l'outil qu'on utilise pour faire notre agent. Que ce soit qu'on veuille le faire from scratch. Je connais des gens, Ibrahim est là peut-être, mais lui, il aime bien faire, par exemple, ses agents from scratch. Donc, maîtriser tout. Moi, j'aime bien faire mes agents en utilisant des frameworks parce que ça me permet d'aller beaucoup plus rapidement. Et ça permet donc tout le monde a sa manière de faire des agents, mais l'essentiel, c'est que l'agent puisse faire les tâches correctement et surtout
d'avoir un moyen pour évaluer son agent en conditions réelles pour savoir est-ce que ça performe ou pas. Sinon, on fait un outil que personne n'a besoin, mais quand même, avec le hype de l'AI, du AI, on dit que, OK, on a fait un outil AI, mais que personne n'a besoin. Donc, c'est pas vraiment l'idéal. Je pense qu'il y a d'autres questions. OK. C'est pas plus du no-code, low-code. OK. C'est du... Bah, si c'est du... j'ai pas vraiment compris ça. Peut-être Zézé, tu peux l'expliquer. Est-ce qu'on peut utiliser... Mhm. Il y a Zézé qui avait allumé son micro tout de suite là. OK. Donc, est-ce qu'on peut utiliser les modèles en local ici? Imagine qu'on fournisse des données à des entreprises et notre LLM. Ouais, on peut l'utiliser. Pourquoi on peut l'utiliser? Parce que the Agent Development Kit, je pense que quand je retourner au niveau du... Ça, après, on va en parler. On va en parler de la partie MCP. J'espère qu'on aura du temps. Il nous reste un peu de temps. On pourra en parler. Je vais venir dans... je pense que c'est ici. On va voir. Je vais écrire Light LLM. Voilà. Donc, multimodèle, ça c'est un cas de multimodèle, mais Light LLM en réalité, c'est une manière donc de standardiser l'interface, comment interfacer tous les modèles. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au début, c'est OpenAI qui était le premier à mettre en place une API. Donc, du coup, beaucoup de gens se sont adaptés à la manière dont OpenAI a fait. Et ça, c'est super important parce que ça permet le fait de pouvoir switch d'un LLM à un autre, de le rendre simple. Comme ça, les gens pourront dire, OK, bah, je préfère Claude, donc je vais switch je change juste le nom du modèle et l'adresse URL donc, du LLM et pouvoir directement parler avec Claude au lieu de parler avec OpenAI. C'est pourquoi Anthropic s'est conformé à ça. Mais il y a d'autres, comme Google, qui ne se sont pas conformés à ça. D'autres API sont venus et c'est devenu un peu, excusez-moi du terme, le bordel. Et l'idée, c'est qu'on voulait que tout soit centralisé. Et il y a un projet open source qui s'appelle Light LLM. Et ces gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de standardiser tout ça à travers une seule et unique manière d'interfacer avec le système. Donc, comme ça qu'ils l'appellent, ils l'appellent Light LLM Proxy Server AI Gateway. Donc, voilà. Donc, on peut changer de OpenAI à Claude, mais en utilisant les mêmes syntaxes. Donc, c'est ça que, comment dirais-je, que le Agent Development Kit, ils ont intégré. Donc, du coup, s'ils ont intégré ça, ça veut dire qu'on peut utiliser n'importe quel modèle, et même les modèles qu'on a hébergés en local, parce que généralement, pour héberger en local, les gens utilisent des outils très, très performants comme VLLM, qui est un projet open source qui permet de servir des LLM et qui va être compatible avec le OpenAI, donc SDK. Il y a aussi un autre qui s'appelle, j'ai pas oublié le nom, mais c'est j'ai vraiment oublié le nom. Mais il y a un autre outil qui est comme VLLM, super puissant aussi, qui permet aussi de servir des LLM. Peut-être s'il y a quelqu'un qui sait ici au niveau du public. C'est S-Lang, je pense. C'est S-Lang. C'est quelque chose de ce genre. LLM. Voilà, c'est SGLang. Et ça permet de servir aussi des LLM de manière aussi très, très, très rapide et compatible avec beaucoup de types de hardware comme des TPU, etc., des AMD GPU. Donc, on a ça. Donc, pour ça, tu peux héberger donc ton modèle en local et ensuite utiliser le Agent Development Kit pour développer un agent au-dessus de ça. Donc, tu es assez libre sur cette partie-là. D'autres questions? Comme il a dit, OK, pour les gens qui n'ont pas trop d'aspect. OK. Là, je comprends pour N8N maintenant. Donc, le token a permis de consulter ton solde Navupay ou bien plus tu dois utiliser ton mot de passe. Non, c'est juste le token. J'utilise juste le token. C'est une API. Voilà, donc je pense que c'était ça les questions.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste retourner sur cette partie-là pour expliquer un peu c'est quoi les MCP. On voit que là, on a beaucoup de fonctions, right? On a énormément beaucoup de fonctions. Ce qui est cool dans ça, c'est que maintenant, tout système, comme je viens de le faire avec NabuPay en intégrant ça, tout système peut fournir un MCP. Comme tu fournis une API, comme nous, on a fourni une API REST, tout système peut fournir un MCP. Et le MCP, en réalité, c'est une manière d'interfacer avec notre modèle. Donc, MCP a été développé par Claude, par Anthropic. Donc, MCP qui signifie Model Context Protocol. Et l'idée de MCP, c'est d'avoir une interface qui nous permet à tous les LLM de pouvoir communiquer avec des systèmes. Donc maintenant, on a vu que presque tous les providers ont intégré des MCP. On voit des MCP partout. Même nous, chez NabuPay, on est en train d'intégrer un MCP pour permettre à nos clients de pouvoir l'utiliser s'ils ont besoin de ça. Et donc, le MCP maintenant est devenu la base. Et Anthropic, au début, c'était closed source. Anthropic, c'était open source, mais Anthropic l'ont gardé pour eux. Mais maintenant, la licence, je pense, est transmise au Linux Foundation. Donc, MCP maintenant n'est pas quelque chose qu'on va associer à Anthropic, mais plutôt à Linux Foundation. Donc, vraiment, ça montre l'aspect du open source et on veut que ça soit un standard. Maintenant, il y a un souci avec les MCP, peut-être, qui va être que lorsqu'on a plusieurs fonctions, supposons on a 100 fonctions. 100 fonctions, c'est beaucoup de texte. Parce que n'oubliez pas, les fonctions sont transcrites sous forme de texte de ce genre. Donc, du coup, on a besoin de les mettre en contexte. Donc, si on en met plusieurs en contexte, ça devient problématique. Le modèle peut avoir plusieurs problèmes. Notamment, il y a un problème qui est très, très connu, c'est ce qu'on appelle le context rot. Le context rot, c'est lorsqu'il y a beaucoup d'éléments au niveau du contexte. Même si le contexte Windows est très, très grand. Là, on parle, les modèles maintenant, c'est 200 000 tokens comme ça. Mais quand on met beaucoup de fonctions, le LLM peut se perdre et donner de mauvais résultats. Donc, c'est ça le problème un peu des MCP. Donc, quand on intègre plusieurs MCP, ça devient problématique. Mais aussi, il y a une manière aussi de régler ce problème, c'est en utilisant kind of RAG, mais sur les tools. Et ça, c'est que tu vas store les tools sous forme de vecteur dans un database et tu vas faire du RAG pour retrieve seulement les tools dont tu as besoin. Je pense qu'il y a des outils qui ont été développés. Je pense que même Ibrahim, s'il est là, je pense qu'il a été vraiment précurseur de ça. Il m'a expliqué ça bien avant que les gens ont commencé à développer ces outils. Et donc, c'est une manière donc, de régler ce problème-là. Donc, le MCP donc, permet de créer, donc d'être là et d'avoir un serveur qui nous donne les fonctions dont on a besoin pour l'exécuter. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui a allumé son micro. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Ou bien c'est juste allumé comme ça? Ok. Donc c'est un peu ça. Et on voit que là, il y a possibilité d'intégrer un MCP serveur directement au niveau de notre projet. Donc, ça, c'est un exemple qu'ils ont fait. Et l'exemple qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont importé donc, les tous outils, les classes qu'on a besoin pour créer nos MCP. En réalité, ça va être ça. Donc, le stdio. Donc, ça, c'est les MCP. En réalité, il y en a deux. Je pense, si je ne me trompe pas. Il y a celui qui est sous forme de serveur web et il y a l'autre qui est sous forme de STD, de Standard Input Output. Right? Et c'est qu'on peut run ça sous forme de command line et obtenir l'information directement. Et si on voit ici, c'est ça que ça fait. Ce MCP-là run cette commande-là en local pour obtenir donc le résultat, pour obtenir les fonctions et pouvoir run les fonctions. Et au niveau du MCP, les fonctions sont run au niveau du MCP lui-même, le MCP serveur. Et donc là, on peut aussi utiliser, je pense, le SSE, qui est pour les requêtes HTTP. Et ça aussi, c'est une manière d'interfacer. Je pense qu'on en a ici un exemple.
Là, par exemple, c'est un exemple de SSE où tu mets juste le lien vers ton MCP serveur et tu commences à utiliser ton MCP. Donc, le MCP, en réalité, après que tu l'aies créé, donc on a créé 3 variables, on va juste les mettre au niveau des tools, comme on met les autres tools. Et là, il va nous retourner tous les tools qu'on a besoin pour pouvoir exécuter. Donc, par exemple, si NabuPay avait un MCP, on peut juste mettre ici le nom NabuPay, mettre, si on a des environnements qu'on a besoin ici, on met les environnements ici. Et ensuite, notre MCP, comment ça marche? On a la possibilité donc de recevoir, de faire plusieurs fonctions call en même temps. Et c'est ça, c'est à ce moment-là que les agents deviennent cool, c'est que ce n'est plus run une fonction ou bien 2 fonctions, mais c'est plutôt like run un ensemble de fonctions, faire une tâche super compliquée avec des steps à suivre et ensuite fournir à la fin un résultat. Maintenant, ça, ce qu'on vient de faire, c'est un exemple de fonction, d'agent très très simple. Il y a d'autres agents qui sont beaucoup plus compliqués. Quand je prends l'exemple de Cursor, par exemple, qui est un agent intégré à un logiciel comme VS Code, il est capable de faire plusieurs tool calls en même temps, d'écrire sur, comment dirais-je, sur des fichiers, supprimer des fichiers, etc., etc. Donc, ça, ce sont des agents vraiment complexes. Et c'est avec ce genre d'outils, on peut faire ces agents, mais ça demande beaucoup plus de développement, beaucoup plus de features à ajouter. Et c'est ça qui fait la beauté au final de ces agents. Donc, je pense que j'ai presque tout expliqué. Donc, ça, c'est une introduction. Si vous avez du temps et que vous voulez vraiment vous amuser, donc vous pouvez lire la documentation qui est très, 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 très bien faite. Je pense que s'il y a possibilité après de partager ça dans le groupe de Galsen AI, je vais envoyer toutes les informations là. Comme ça, les gens pourront après s'amuser avec l'outil et surtout développer des agents pour vos produits ou bien juste pour le fun. On apprend énormément de choses en faisant ça. Et ça, c'est tout ce qui est MCP sont les nouveaux paradigmes une nouvelle manière d'interfacer. Et je pense que c'est super important. Donc voilà, c'était tout. S'il y a des questions, donc on essaie de répondre aux questions et après, je pense qu'on est bon. Les MCP, justement, sont intégrés dans N8N en utilisant les agents OpenAI, Claude. OK. Donc ça, c'est cool. Donc avec N8N, tu peux intégrer les MCP. Je pense qu'avec tous les frameworks actuellement qui permettent donc de développer des agents, on peut intégrer les MCP directement. Et même en dehors de ça, les MCP, en réalité, ça peut être juste, c'est juste donc, par exemple, le SSE, par exemple, c'est des HTTP requests. Donc, on peut vraiment faire notre propre outil qui va permettre de récupérer ces fonctions-là et le donner à une API comme Paydunia. Ouais. NowPay, c'est un agrégateur donc comme Paydunia, comme je pense il y a InTouch, etc. Donc, on fait presque la même chose, même si eux, ils sont beaucoup plus connus et ils sont beaucoup plus présents dans le marché depuis très longtemps. Nous, on vient de lancer il y a à peu près 1 an maintenant et notre objectif, c'est vraiment d'apporter une interface beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif et permettre aux gens de pouvoir développer des solutions on top of NabuPay. Donc, on veut être vraiment agnostique et que les gens vont pouvoir build des solutions en utilisant notre API et permettre le paiement en ligne d'être beaucoup plus simple. Donc, c'est un peu ça. Si je veux coder un chatbot pour une app mobile, en fonction d'une base de données que j'ai, qu'est-ce que vous me conseillez? OK. Un chatbot en fonction d'une base de données. Donc, déjà, ça dépend de quel type de base de données tu as. Ce qui est cool, c'est que quand je prends l'exemple de MongoDB, par exemple, je fais ça. MongoDB, ils ont vraiment intégré donc, les MCP. Donc, je fais MongoDB, je fais MCP. Donc, il y a beaucoup de providers qui ont intégré les MCP. Donc, maintenant, tu peux littéralement communiquer avec ta base de données. Donc, ton agent AI qu'on peut faire avec EDK, par exemple, peut communiquer avec
le MCP, serveur, donc du MongoDB, de ta base de données. Et là, tu peux retourner les informations à l'utilisateur. Mais peut-être ajouter une couche d'authentification qui permet de ne pas retourner n'importe quelle information, mais plutôt de retourner les informations de l'utilisateur lui-même, mais pas n'importe quelle information. Et là, ça te permet de faire un outil qui est vraiment incroyable et qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir explorer sa base de données, mais d'une autre manière. Parce qu'en réalité, les interfaces web, ça permet d'explorer une base de données. Mais c'est juste que la manière d'explorer la base de données n'est pas aussi open et qui permet de customiser toi, tes besoins en termes de communication, en termes d'utilisation. Donc, du coup, ce qu'un chatbot te permet, c'est qu'à travers juste du texte, donc tu peux avoir exactement l'information que tu as besoin sans vraiment cliquer à différents types de boutons. Donc, c'est pourquoi je pense que vraiment les chatbots sont les nouvelles manières d'interfacer toutes solutions qui vont exister dans le futur. D'ailleurs, même tout le monde est en train d'intégrer les chatbots. Donc, que ce soit donc, MongoDB ou bien d'autres bases de données SQL, si je fais MCP server, maybe list, sur GitHub, on peut voir il y a des gens qui ont vraiment mis en place donc, des MCP. Là, on peut en voir beaucoup. Il y en a énormément. Donc, pour tous les services que vous pensez, il y a des MCP qui existent presque. Et là, je peux faire, quand je fais une recherche sur MySQL, par exemple, là, on voit que Alibaba, ils ont intégré ça. Je pense qu'il y a beaucoup de MySQL d'ailleurs. Là, c'est un MCP donc, qui peut utiliser presque toutes les bases de données qui existent. Ils ont tout intégré. Donc, tu as Postgres, MySQL, etc. Donc, voilà, tu peux trouver beaucoup de MCP. Il y en a certains qui ont été développés par des gens comme ça, d'autres qui sont des outils que tu peux trouver par exemple sur le site officiel du MCP, donc celui-là. On peut voir quelques MCP, etc. Donc voilà, il y a des outils qui existent déjà, donc pas besoin de développer votre propre serveur de MCP. Si vous voulez développer votre propre serveur de MCP, vous avez la possibilité. Je pense qu'il y a un truc qui s'appelle Fast MCP, kind of Fast API, mais Fast MCP, et qui permet de développer donc des MCP, qui est super cool, et qui va vous permettre de développer votre propre MCP pour votre propre use case. Donc là, vous avez la possibilité de vraiment faire ce que vous voulez, et il y a même des outils qui sont compatibles avec Fast API. Donc vraiment, là, vous avez la liberté de faire beaucoup de choses avec le MCP. Je pense que c'était ça pour cette question. Il y en a d'autres, je pense. OK. Elasticsearch, par exemple, oui, c'est possible. Il y a du tout. Pour une base de données PostgreSQL, oui, on l'a ici. Jim, le son est coupé, hein? Alors? J'espère que j'ai pas coupé ça pendant longtemps. Non, même pas 30 OK, super. Donc, je disais, je pense que c'est mieux d'avoir une API avant la base de données, même si on peut avoir la base de données après, ça marche. Mais d'avoir une API nous permet de ne pas passer directement dans la base de données. Et même si on voit au niveau du MCP, par exemple, de MongoDB, si je peux voir ici le code, pas celui-là. Je veux juste voir les configurations pour vous montrer que. Donc, lorsqu'on crée ça, on a la possibilité de définir si on veut read only. Voilà. Là, par exemple, on dit que, hey, MCP, tu as seulement accès à un read only. Si tu donnes un MCP accès à tout, read and write, il peut dire, OK, j'ai un problème, hallucination, je sais pas, delete votre base de données, vous êtes foutu. Donc, avoir une API avant la base de données, c'est beaucoup mieux parce que ça permet donc d'avoir un MCP qui est contrôlé ou bien build votre propre MCP qui va communiquer avec la base de données. Ça, c'est la meilleure option à faire. Mais aussi, eux, ils ont développé donc des MCP qui vont utiliser directement votre base de données.
Donc, pour des cas spécifiques d'entreprises qui veulent explorer leur base de données comme ça en local, ça, c'est un super bon produit pour eux. Donc, c'est un peu ça. Il y a une autre question? Je pense que si on n'a pas d'autres questions, on est presque... on a fait 1h30. Je pense que vous avez quand même appris des choses intéressantes et j'espère que aussi l'explication a été claire. J'ai essayé de faire mon max. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de lever la main. Allez-y, c'est qui? Désolé. Si vous avez des questions... Oui, Pape Malik. Voilà, c'était un peu ça l'objectif. J'ai essayé d'expliquer du mieux que je peux. Ouais, il y a quelqu'un qui veut poser une question? C'est bon? Ok, c'est super. En tout cas, merci. Où est-ce qu'on peut trouver l'enregistrement? Je pense qu'il y a certains qui ont pu enregistrer. Je pense que ça va être disponible sur YouTube, si je ne me trompe pas, après. Et donc, vous aurez la possibilité de revoir ça. Et je vais essayer d'envoyer aussi les liens au niveau du groupe. Comme ça, on va y avoir accès. Bah, très content d'être là. Et si vous avez d'autres questions... Ok, je vois qu'il y a une question. Quels sont les use cases de ces agents pour un étudiant? Ok, pour un étudiant. Je sais pas, peut-être pouvoir avoir accès à peut-être l'interface de... Si, supposons que l'Université de Thiès a une API pour avoir accès aux cours, etc. Ça aurait été super cool que ton agent ChatGPT ou Claude ou bien ton agent que tu viens de build toi-même puisse avoir accès à cette API-là. Et tu peux juste demander, OK, tu peux m'expliquer les derniers cours qu'on a fait. Donc, il fait une requête vers la base de données de l'université, récupère le cours et t'explique ça directement. Ça serait un use case incroyable qui potentiellement peut être un projet super intéressant. Donc, de pouvoir développer, par exemple, des MCP pour toutes les écoles. Et ensuite, leurs étudiants peuvent juste se connecter, demander une information et avoir accès à ces informations-là. Je pense que c'est un beau projet que potentiellement vous pouvez faire. Et peut-être même l'élargir, l'ouvrir à d'autres types d'écoles. On peut aussi créer une base de données où on store ces cours. Ouais, on peut vous pouvez aussi créer votre propre base de données où vous stockez les cours. Ça aussi, c'est possible. En tout cas, il y a énormément de possibilités. Là c'est à vous, votre limite, c'est votre imagination. Donc, voilà. So, il y a même use case, tu donnes. J'ai pas compris. J'ai pas compris ta question. Et voilà. On n'entend pas bien. Bon, anyway. Ok, donc je pense que Mohamed, si c'est bon, on peut s'arrêter là. Oui, merci beaucoup. Merci pour la présentation. Mais bon, j'avais une petite question. Parce que là, on parle souvent d'agent IA, bien sûr. Quelque chose qui est capable de raisonner, d'agir de manière autonome. Mais là, aujourd'hui, on est dans un contexte où les gens, ils utilisent N8N ou bien Make qui automatise déjà énormément de choses. Hein. Mais pour toi, où se situe exactement la frontière entre l'automatisation et les agents IA? Ok. Moi, de base, je pense que les outils d'automatisation sont super cool pour des use cases qu'on ne cherche pas à scale. Par exemple, on est en train de développer un outil juste pour une entreprise. Je pense qu'il y a
quelqu'un qui dit un agent IA pour gagner avec XBet. Donc, du coup, pour un use case simple d'une entreprise en local, utiliser N8N est un bon outil. Mais pour un use case où tu as besoin, par exemple, de développer un propre outil, par exemple, un curseur ne va jamais utiliser N8N pour build ses agents parce qu'ils ont besoin d'avoir la flexibilité de faire beaucoup de choses. Donc, utiliser N8N sous-entend que tu dépends d'une plateforme qui est orientée vers l'automatisation, beaucoup plus que développer des agents et d'ajouter de nouveaux features en chaque fois. Et ça aussi, utiliser ces frameworks-là permet d'avoir une mainmise sur l'outil qu'on est en train de build et de pouvoir les modifier comme on veut. Je pense que c'est ça qui va faire potentiellement la différence. Mais utiliser les outils de no-code, moi, je trouve ça super intéressant. Si on a des use cases où c'est vraiment local en entreprise, on veut automatiser certaines tâches, c'est pas quelque chose qui va être open au public, etc. Je suis parfaitement d'accord. Mais pour un outil qui est open public et qui doit être déployé, utiliser des outils comme celui-là vont permettre d'aller beaucoup plus vite et de build quelque chose de solide. Donc, ça. Quel type de données est plus approprié pour entraîner un chatbot? Comment faire si je n'ai pas assez de données? OK. Wow. En plus, OK. Je pense que même son nom, ça s'appelle quel type de données? Incroyable. Donc, quel type de données? Pour faire un chatbot, en réalité, pour faire un chatbot, tu as besoin de données conversationnelles. Maintenant, il y a plusieurs, maintenant, ils ont ajouté d'autres choses comme le fait que le chatbot puisse penser, ce qu'on appelle le thinking mode. Le fait que aussi le chatbot puisse, par exemple, générer, appeler des fonctions. Ça, c'est des choses sur lesquelles on entraîne le modèle. Mais en réalité, le modèle, en réalité, il est juste entraîné à générer le next token. Donc, peu importe le format, si tu as assez de données pour faire un fine-tune, tu peux avoir un modèle qui va te donner une réponse adéquate à ce que tu veux, qui va être conforme avec ce que tu veux. Donc, pour faire les instructions en réalité, ce qu'on fait, c'est que généralement, on utilise System Prompt, User Assistant. Et à travers ça aussi, donc le user peut donner l'assistant peut demander à faire des function calls, etc., etc. Donc, il y a vraiment, je pense, pour pouvoir voir quels sont les types de templates qui existent, il y a une plateforme qui permet de voir ça. Je pense, ça s'appelle Prompt System, je pense. Template. C'est une plateforme que j'utilisais très souvent pour voir les templates. Je vais faire ça juste. Okay. Moi, je n'arrive plus à retrouver cette plateforme. Mais ce qui était cool dans cette plateforme, c'est qu'on voit template pour tous les LLM. Je ne sais pas si je fais ça. C'est pas celui-là. Mais anyway. Donc, en fait, on peut voir comment vraiment, au niveau du texte, comment le LLM voit notre template. Et il y en a plusieurs. Et presque tous les providers, Mistral, Claude, comment dirais-je, OpenAI, ils ont des templates différents. Mais à la fin, on trouve un moyen de mapper ces templates en utilisant des outils comme Ninja en Python. Ninja, je fais Ninja template comme ça. Python. Ça, par exemple, Jinja, voilà, c'est pas Ninja, c'est Jinja. Et cet outil-là, ça permet donc de pouvoir faire des templates. Donc, on a un texte, on peut mettre des paramètres et build des templates. Donc, c'est on top of ces outils-là qu'on a créé les chat templates qu'on voit, par exemple, sur les modèles de Hugging Face. Un peu ça. Voilà. Il y a Zézé qui nous a envoyé donc, des prompts, des systèmes prompts qui existent. Voilà, pour tous les modèles qui sont là, on peut voir peut-être à l'intérieur comment c'est en termes de... On va prendre celui-là. C'est comme ça que ça ressemble à l'intérieur. Donc, on a
les instructions. On a des balises vraiment spéciaux qu'on utilise pour les instructions. Donc, on peut voir, ça, c'est web search. C'est une fonction web search, par exemple. Voilà. Donc là, on voit comment est-ce que ces modèles-là voient le texte, mais nous, on les parse et on donne des réponses. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est une conversation, mais alors que c'est juste une génération. D'autres questions? OK. Là, c'est quoi? On peut créer une base de connaissances pour notre agent concernant un chatbot. Oui, on peut créer une base de connaissances en utilisant donc une base de données de vecteurs où on vectorise tous nos données et ensuite notre agent, à travers un système de RAG, peut retrouver ces données-là. Vous pensez que faire un MCP, c'est plus intéressant que le RAG lorsqu'on veut faire un chatbot? OK, par exemple, pour le site d'une entreprise. Moi, je pense que le MCP n'empêche pas de faire un RAG parce que le MCP, en réalité, c'est une liste de fonctions. Et donc, du coup, si tu as ces fonctions-là dans ton MCP, tu as la fonction RAG dans ton MCP, ton LLM peut call ta fonction RAG pour pouvoir exécuter. Parce que le MCP, en réalité, c'est juste des fonctions qu'on a mis sur un serveur. C'est juste pour des besoins de scalabilité, etc., qu'on a séparé les deux. Et aussi un besoin de conformiser, peut-être si ça se dit, de conformiser tous ces entreprises-là qui font des call functions partout. Je pense que c'est ça qui a motivé le fait d'utiliser ces MCP. Ahmed Bamba, je pense qu'il a levé la main, ou bien c'est bon? Ok, Ahmed, donc super. Voilà, moi je pense que si on a exploré tout ce qu'on devait faire aujourd'hui, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, s'il n'y a plus de questions. Bon, là, je pense qu'il n'y a plus de questions. Hein. Tout est clair là. Merci beaucoup, Jim. Ok, bah merci à tous hein, pour la présence, les questions et surtout les échanges. Oui, tu veux prendre la parole? je pense qu'il y a quel type de données. Un grand merci aussi, un grand merci à Jim. Et c'est lui qui avait ouvert nos méthodes cette année. Et c'est également lui, c'est avec lui. Nous les clôturons en beauté. Hein? Donc, ça, c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec toute l'équipe de Gas et AI à Chess et du club informatique. Merci beaucoup. Et on se retrouve peut-être très bientôt pour un prochain meet-up avec toujours plus d'innovation et de discussion inspirantes. Merci beaucoup et à la prochaine. Ok, merci. Ciao, ciao.